Hello, les livrevores. Je reviens après une très courte interruption cette fois-ci. Hein, j'ai tenu ma parole. Donc, comme c'est les vacances et que j'ai un peu moins de taf, je me concentre sur ce qui est important, à savoir le podcast. Donc, bienvenue chez le mangeur de livres. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau cycle de fantasy. La dernière fois, je vous ai parlé d'un cycle à travers d'un livre, là, le cycle d'Erickson et de Esselmont, à savoir le cycle malaséen. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un autre cycle, un cycle que j'ai découvert il y a un petit moment maintenant et que je viens de terminer. Et donc, j'avais envie de vous faire la primeur de mon avis sur ce méga cycle. Alors, c'est quoi? De qui je vais parler? De quel auteur? Un suspense? Je vais vous parler de Joe Abercrombie, pardon, et de son cycle de la première loi. Alors, notre ami Abercrombie, qui c'est et pourquoi j'ai lu un de ses cycles alors que je savais même pas qu'il existait il y a encore quelques temps. Alors en fait, ce mec, Abercrombie, c'est un, c'est un anglais. Bon, je vous ferai un peu sa bio tout à l'heure. Le truc, je vous explique d'abord pourquoi euh, je suis tombé sur lui. Dans les années 2000, il y avait plein de nouveaux talents de la fantasy qui sortaient, du genre de Mark Lawrence, de Peter Brett, de Brent Weeks, des mecs comme ça, quoi. Et d'Anthony Ryan, et c'était l'époque où, je l'ai déjà dit hein, dans d'autres podcasts, où c'était un peu des covers qui préfiguraient ce qu'allait devenir un peu la romantaisie, un peu aguichante, un peu friolante, un peu artificielle. Je sais pas, étant un peu vieux et ayant connu d'autres époques de la fantaisie, ça me paraissait vraiment ouais, artificiel et peut-être d'une qualité un peu médiocre. Alors comme souvent, hein, c'est juste un peu de snobisme, parce que souvent après, quand je goûte à ce genre de bouquin, je me rends compte que c'est pas si mal. Bref, euh, j'avais parlé une fois du cycle des démons de Peter Brett, ça m'avait fait le même effet, puis finalement je l'ai lu, et c'était fantastique, j'ai fait un podcast dessus. Marc Laurence, je vous en parlerai sûrement dans pas longtemps avec son Empire brisé. Et Abercrombie, en fait, pourquoi finalement? Donc lui il faisait partie de tous ces mecs là, je voyais Joe Abercrombie, je me disais, ouais, il y avait des covers un peu bizarres, je me disais, ouais, ça doit pas être pour moi. Et un jour, j'écoute un podcast de fantasy, parce qu'il faut écouter des podcasts, hein, n'est-ce pas? Où il y a notre ami Patrice Louinet, dont je vous ai parlé longuement dans les podcasts dédiés à Robert Howard, euh, qui, suite à une question où on lui demandait justement quels étaient les héritiers modernes de Robert Howard, et il disait que dans le monde anglo-saxon, pour lui, il y en avait deux. Il y avait Scott Oden, qui avait écrit Le Lion du Caire, et qui est fantastique et que sûrement je chroniquerai un jour dans un podcast, et Joe Abercrombie. Alors là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit quoi, Joe Abercrombie, là, le mec que je vois dans les rayons, là, à la Fnac, à Gibert. Bref, ça a resté dans ma tête. Alors c'est une longue introduction, hein, mais bon, podcast, on raconte sa vie aussi. Finalement, donc, fort de ce conseil d'un mec que j'estime quand même, je vais à Gibert et je farfouille et je me dis, bah allez, apparemment, je sais pas par quel vous prendre les écrits de ce mec, mais il y a sûrement un, comment on dit, pas un standalone, vous voyez, quand on fait un one shot, voilà, un, un bouquin qui se suffit à lui-même, et dont j'ai pas besoin de lire trois titres avant et trois titres après pour me faire une idée sur l'auteur. Donc, comme ça, euh, je me rappelle, il y avait genre Pays Rouge, les héros, et il y avait Servir froid. Alors pourquoi j'ai choisi Servir froid plutôt que les autres? Là, c'est peut-être le pif de l'amateur de fantasy, mais en tout cas, je le prends, je rentre chez moi, je commence à lire, et je me dis, ben, il avait raison, ce salopard de Louinet encore là. C'est très bon, il y a de la gouaille, c'est bien construit, les héros sont des vrais héros, il y a des femmes au caractère bien trempé,
Et comme son nom l'indique, c'est une histoire de vengeance. C'est l'histoire de Monza Murcato, mercenaire de son état, qui se fait trahir et qui, ayant survécu à cette trahison, décide de se venger de tout un royaume. Et pour ce faire, elle monte une équipe hétéroclite de losers magnifiques, un barbare du Nord, un sorcier dont on ne sait pas trop s'il est vraiment sorcier ou pas, un voleur, un ou deux ex-mercenaires comme elle, un ancien général, enfin bref, une vraie équipe en même temps de bras cassés, en même temps de losers magnifiques, mais en même temps de vrais de vrais. Et donc je vous spoile pas, hein, c'est fantastique. Et en même temps, ce qui est fort, c'est que il mêle plusieurs genres. Moi, j'adore les mecs qui mélangent les genres quand ils savent le faire, parce que tour à tour dans le livre, donc il y a en même temps des batailles homériques, et il y a des intrigues de palais, il y a euh, de la vraie fantaisie dans le sens où c'est un monde imaginaire avec une touche de magie, etc. Il y a du world building quand même, parce que l'endroit où se passe l'intrigue, c'est un royaume qui s'appelle la Styrie, mais qui est intégré dans un monde justement, qui est le monde de la première loi, là où il y a plusieurs continents. Et la Styrie, en fait, il n'y a que dans ce livre où l'action s'y déroule, parce que sinon ça se déroule dans une espèce d'empire romain qui s'appelle l'Union, et qui maîtrise une partie de ce monde. Et en tout cas, ce qui est fort, c'est que, comme je vous disais, mélange les genres, et même à un moment une espèce de braquage de banque au plein milieu du bouquin. Et moi, en tout cas, ça m'a plu. Et le traitement des personnages, il était top, quoi, en fait. Et donc, ça m'a fait m'intéresser et à Abercrombie et à ses écrits. Donc, je me rends compte en regardant la page de garde, là, qu'il y a à peu près trois romans qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres, et en plus de celui-là, enfin deux en plus de celui-là, ça fait trois. Donc il y avait Servir froid, il y avait Pays rouge et il y avait les héros. Donc ni une ni deux, hein, une fois que j'ai fini Servir froid, bon, je vais pas dire que je l'ai acheté tout de suite, mais peu de temps après, j'ai acheté les héros, et là c'était vraiment fantastique. Les héros, justement, dans ce monde-là de la première loi, c'est dans ce qu'on appelle le Nord, juste le Nord, déjà rien que ça, fantastique. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un peu inspiré du monde viking, quoi. Et c'est des guerriers qui, à la différence justement de la Styrie, là, ou de l'Union, n'ont pas un, un vrai état constitué. À chaque fois, c'est une espèce de chef de guerre qui arrive à unifier certains clans, quoi. Et les guerriers le suivent pour un temps. Et il a un hall, un grand hall, donc comme la halle des Vikings, quoi. Et il a ce qu'on appelle des hommes nommés sous ses ordres. Alors il est fait référence souvent à un ancien, parce que finalement ça devient un roi quand même, un ancien roi qui s'appelait Rude Sequoia, qui avait une équipe avec un qui s'appelle Longen ou Longen Neuf Doigts, un autre qu'on appelle Renifleur, un autre qu'on appelle Do le Sombre. Et apparemment, c'est tous des guerriers fabuleux et qui deviennent légendaires. Et tout ça, en fait, c'est un peu le passé par rapport à l'intrigue qui se déroule dans les héros. Parce qu'à ce moment-là, en fait, l'Union a déjà pris pied en fait sur ce continent du Nord là, et ils ont conquis ce qui était le pays des Angles, qui est un peu au sud de ce continent. Alors bon, England en anglais, hein, bon, c'est l'Angleterre quoi, le pays des Angles, parce que bon, des fois, il se prend pas trop la tête. Mais vu que c'est un anglais, c'était une dédicace quoi. Et donc ils ont pris pied là-dessus, et les autres Nordiques ne veulent pour rien au monde céder du terrain quoi. Donc ce bouquin en fait il va se passer sur 3 jours. Et on aura le point de vue des deux belligérants euh, à travers quelques personnages comme ça. Et pourquoi ça s'appelle les héros? Parce que il y a une rivière en gros qui fait la frontière entre les deux États. Et au-dessus de la rivière, sur une colline, il y a une espèce de Stonehenge du pauvre là. Et on appelle ça les héros parce qu'apparemment c'est les tombes de héros défunts. Et il y a une équipe justement de guerriers du Nord là qui doivent tenir en attendant l'armée quoi, nordique qui va affronter l'armée de l'Union.
Et là, pareil, c'est fabuleux parce que c'est en même temps des des descriptions de personnages haut en couleur, quoi. Chaque guerrier nordique, il pourra avoir un livre à lui tout seul. Et en même temps, de l'autre côté, la bureaucratie de l'Empire, la discipline de l'armée, mais en même temps, on voit bien que tout ça ne tient qu'à un fil aussi, les dorures de l'étendard, et qui est brave, qui est lâche, qui est un traître, qui est un héros, en réalité c'est à géométrie variable, et souvent en fait c'est ça qui nous accroche dans l'écriture d'Abercrombie, c'est qu'il montre qu'en réalité selon le point de vue, on peut tout à la fois être les héros de l'un, les traîtres de l'autre, ou encore le lâche de l'histoire, ça dépend par quel bout on prend l'histoire et quels sont les intérêts qui sont en jeu. Et donc celui-là, je crois que c'est, ouais, j'allais dire c'est mon préféré. Ouais. Mes deux préférés, c'est Servir froid et les héros. Et donc le dernier de cette trilogie indépendante entre guillemets, c'est le Pays Rouge. Et le Pays Rouge, pareil, bah, ça fait référence à un endroit de ce monde qu'on appelle le Pays lointain et qui est une espèce de Far West en fait. Alors là, c'est complètement autre chose. Et c'est une vraie allusion Far West au Western Spaghetti. D'ailleurs, lui aussi, dans ses références, il en parle souvent de ça. Mais toujours dans le même monde. C'est juste que c'est un endroit qui normalement, enfin, c'est une espèce de contrée qui fait tampon entre l'Union et un, un autre État qu'on appelle le Vieil Empire, mais où c'est un peu justement la frontière, quoi. Il n'y a pas vraiment d'État qui arrive à avoir la mainmise dessus, et donc tous les proscrits, tous les désillusionnés, tous ceux qui n'ont plus nulle part où aller, ils se retrouvent dans ce pays lointain. Et justement, il y a des personnages qu'on a vus ou dont on a entendu parler dans les précédents bouquins qu'on retrouve dedans. Et, justement, ça m'a plu. C'était en même temps justement des one-shots, mais qui avaient vraiment un lien entre eux. Et donc, une fois que j'ai terminé ces trois livres, je me suis un peu plus intéressé à ce monde et je me suis rendu compte qu'il y avait deux trilogies. Une qui précédait ces trois ouvrages et une qui servait de trilogie finale en réalité pour l'instant à l'histoire de ce monde. Donc j'ai commencé donc à lire la première trilogie, donc la trilogie de la première loi, qui nous faisait remonter justement et à l'origine de cet empire de l'Union et à l'origine des personnages dont on entend parler pendant les trois autres livres et au pourquoi en fait de toutes les aventures qui se sont succédées ensuite. Et donc ça c'était super intéressant. Et ensuite, là je viens de terminer la dernière trilogie là qui se passe 30 ans après les événements des, relatés dans la première trilogie en réalité. Et là où il est malin, c'est que dans cette dernière trilogie, il introduit un peu de modernité, une espèce de révolution industrielle à l'intérieur de ce monde-là où la magie commence un peu à s'effacer au profit de la technologie. Donc ça fait un peu beaucoup, hein, d'un seul coup, mais je vais vous détailler un peu tout ça. Alors, on va faire comme d'hab, je vais vous parler un petit peu de Joe, qui est Joe, et ensuite on va un peu creuser les personnages et les raisons pour lesquelles il faut lire. Il faut lire ces 9 livres. Hein, 9 livres qui font chacun au moins 600-700 pages. Hein. C'est mortel ça, quand on a 9 gros pavés à dévorer, tous bien écrits. Alors, notre ami Joe, c'est quelqu'un qui est né le 31 décembre 1974 à Lancaster, en Angleterre. Et il a fait des études de psychologie et ensuite il s'est intéressé aux jeux de rôle et à la fantasy, mais sans réellement s'y mettre. Il a ensuite émigré à Londres, entre guillemets, et comme souvent, hein, il a travaillé dans un secteur qui avait rien à voir avec les études qu'il avait faites. Il s'est retrouvé dans la post-production, en fait, et il a travaillé sur des séries télé de la BBC, des concerts, etc. Et en lisant à la fin des années 90 le premier tome du Trône de Fer, il s'est dit que, comme justement le Trône de Fer c'était un peu révolutionnaire, entre guillemets, dans l'écriture de la fantaisie, qui jusqu'à ce moment c'était ce qu'on appelle encore maintenant la fantaisie à papa, quoi, des quêtes initiatiques à la Tolkien, quoi, en gros. À part bien sûr La Roue du Temps, hein, qui est sorti à peu près au même moment et qui est incroyable.
Donc en fait, lui, il s'était toujours dit que la fantasy l'intéressait, mais pas la fantasy telle qu'elle était écrite à l'époque. Et quand il a vu que Martin avait du succès avec l'angle qu'il avait pris, genre les intrigues de palais, le langage un peu parfois ordurier, enfin pas ordurier, mais vulgaire, ou en tout cas pas très châtié de certains de ses personnages, et le côté un peu aussi réaliste de la guerre et des trahisons, etc., du sang et de la boue, quoi, en gros, il s'est dit que il pouvait peut-être finalement se lancer dans les projets qu'il avait imaginés à la fin de ses études. Donc il commence à écrire ce qui allait devenir le premier volume de la première loi. Et bon, ça c'est genre à la fin des années 90, hein, selon ses dires, il se lance en 2001 dans l'écriture, et il a du mal, hein, enfin, il se fait un peu embarrer par plein de maisons d'édition, et finalement c'est les éditions Gollancz qu'il publie en 2006, donc 5 ans quand même, 5 ans de galère et d'écriture, et c'est The Blade Itself, quoi, le premier volume de la première loi qui sort. Et puisque elle est écrite en réaction à la fantasy traditionnelle, comme je vous le disais, avec plein d'anti-héros. À l'époque, on appelait ça le grim and gritty. Alors moi, je suis pas très friand des sous-genres d'un genre déjà. Hein, comme dans la fantasy, on aime bien ça, dire que c'est de la dark fantasy, dire que c'est du grim and gritty, dire que c'est de la high fantasy. Enfin bref. C'était l'époque aussi où Gamel faisait un succès. Gamel, il faut que je vous parle de lui, hein, parce que quand même, c'est Gamel. Et en tout cas, il est tombé au bon moment et ça plaît. Donc, c'est un succès. Il peut enchaîner sur les deux autres volumes. Et puis, il commence à se mettre à écrire justement cette histoire de vengeance, là, Servir froid. Et ça marche vraiment, vraiment bien. Et il dit lui-même que c'est inspiré en même temps de Kill Bill, en même temps de Don Siegel, en même temps euh, d'autres bouquins qu'il a lus quand il était plus jeune. C'est pour ça que il a un style assez visuel en fait. Son, son style d'écriture, bah, ça nous emporte. Je pense que c'est pour ça aussi que euh, Louis Ney disait que c'était un héritier d'Howard, c'est que il a ce talent de nous emporter tout de suite avec des dialogues, des images. D'ailleurs, il dit que lui, pour écrire un livre, il écrit d'abord des dialogues. En fait, il a des idées de dialogues, il les écrit entièrement, et ensuite il brode autour. En fait, c'est pas tant un architecte qu'un jardinier, comme on dit, hein. Parce que, soi-disant, il y a deux types d'écrivains, des architectes et des jardiniers. Je sais pas si c'est vrai. Donc, finalement, il se place en haut des charts anglais et américains, et bon, comme vous le savez maintenant, c'est devenu un fan favorite. Il a vendu plusieurs millions d'exemplaires de tous ses livres, et il est traduit dans 40 langues, je pense. Donc, comme je vous le dis, hein, il est souvent comparé à toute sa génération, hein, Martin, Erickson, Lawrence, Lynch, Morgan, Gemmel. Et c'est vrai qu'il est du même acabit, hein, il est vraiment bon. Donc ça c'était une bio rapide, parce que finalement c'est juste informatif, hein, pour vous situer un peu le gars. Pour en revenir au cycle, alors, comme je vous le disais, ce qui est cool dans le cycle, c'est qu'on peut le prendre un peu par n'importe quel bout. Pour ceux qui n'aiment pas trop se lancer tout de suite dans des grosses trilogies, comme je vous le dis, il y a trois one-shot, Servir froid, Pays rouge et les héros. Et franchement, on peut les lire indépendamment, on peut en lire un seul et s'estimer satisfait. Si on veut, on n'y revient plus. Et ça sera déjà une super bonne lecture. Sinon, il y a aussi un recueil de nouvelles qui s'appelle La Double Tranchant et qui parle de tous ces personnages. Et apparemment, ces nouvelles, elles ont aussi été. Parce qu'il a eu plein de prix, hein. Il a eu tous les prix possibles, Locus, World Fantasy, ce que vous voulez. Et ces nouvelles, elles ont souvent été primées. Et donc, le truc qui est cool, donc, comme je vous dis, c'est que si vous avez envie juste de lire euh, une bonne histoire de fantasy, ou une bonne histoire tout court, vous pouvez lire un des trois ou les trois et l'oublier. Vous dire, je m'en fous des trilogies précédentes et suivantes. Si par contre, ça vous donne le goût
de ce monde, et ça vous donne envie de creuser un peu plus. Ce qui est cool, comme je vous dis. Alors, ensuite, si vous avez envie, vous pouvez commencer directement par la première trilogie de la première loi. Donc, de toute façon, là, ça rejoint ce que j'allais dire. Ce qui est cool, c'est que si vous commencez par le début, en fait, vous avez l'origine story, comme d'habitude. Et là, en fait, il y a un nouveau personnage qui est introduit et qui est important pour l'ensemble du cycle. C'est un personnage qui s'appelle Bayaz et qui est un mage, un sorcier, un magicien. Et par le biais de ce personnage, en fait, Abercrombie nous explique un peu la genèse et du monde en fait dans lequel évoluent tous ces personnages et de l'origine de cet empire qu'on appelle l'Union, ainsi que l'origine des autres empires qui l'entourent et des différents systèmes politiques, parce qu'on se rend compte finalement que Bayaz, c'est une espèce d'immortel qu'on appelle le premier mage et qui a présidé en fait à la naissance quasiment de ce monde, ou en tout cas du monde tel qu'il est, dans lequel évoluent tous les héros d'Abercrombie dans ce cycle. Et ce qui est étrange aussi, alors une fois dans une interview, il a dit qu'il se moquait un peu en fait, comment dire, enfin, il s'intéressait plus aux interactions entre les personnages, je dis les dialogues et ça, que vraiment à la construction du monde dans lequel ils évoluaient. Et moi je l'avais senti en fait dans le premier livre, là, The Blade Itself, je sais plus la traduction en français, ça doit être par l'épée, ou je vais vous trouver ça. C'est. Bah non, il n'y est pas là dans le descriptif. Bon, je vous le redirai tout à l'heure. En tout cas, The Blade Itself, c'est le premier de la première loi. Et, parce que par le biais de Bayaz, là, on a l'origine du monde. Et à la différence de plein de livres de fantasy où on a une espèce de dieu ou de panthéon. Euh, ah oui, alors ça s'appelle l'éloquence de l'épée, The Blade Itself. Et ensuite, ça a été réédité sous le titre Premier Sang, chez Pygmalion. Donc je pense que chez Bragelonne, c'est Premier Sang aussi. Ensuite, c'est Des raisons et sentiments et Dernière querelle. Ah, mais ça, c'est pas les titres de Bragelonne. Euh, je regarde, parce que je suis parti sur Wikipédia pour vous dire comment ça s'appelait. Ouais, non. Pour eux, c'est l'éloquence de l'épée, Des raisons et sentiments, Dernière querelle. Bon, de toute façon, c'est la trilogie de la première loi. Et donc, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de dieu. Il y a une espèce de, pareil, de super mage qu'on appelle le créateur, mais pas dans le sens créateur divin. C'était une espèce de forgeron, une espèce d'Héphaïstos en fait. Et Bayaz, en fait, il était son apprenti et apparemment il était amoureux de sa fille. Et comme d'habitude, ça s'est pas bien passé. Le père devait pas être d'accord, donc il y a une, une espèce de révolte Bayaz qui entraîne avec lui les autres apprentis du créateur, ce qui fait que le créateur meurt ou est éparpillé aux quatre vents de ce monde. La fille, elle devient emprisonnée, je crois, dans une espèce de dimension de poche ou un truc comme ça. Et finalement, Bayaz et ses potes, là, les autres mages, ils se partagent le monde. Et ils président à la destinée du monde. Donc chacun crée de toutes pièces un empire, un état. Il y en a un qui va aller dans le sud et qui va diriger ce qu'on appelle le vieil empire, un autre qui va diriger Gurkul, c'est aussi un autre continent. Et lui, Bayaz, il va s'occuper de l'Union et du Nord, quoi, en gros. Et donc, en fait, on se rend compte que pendant au moins 700 ans, euh, Bayaz revient régulièrement à la cour de l'Union là, est littéralement le faiseur de roi. Alors parfois il devient légendaire, on l'oublie, mais quand il revient et qu'on l'oublie, il fait comprendre vite fait que c'est pas un mythe et il remet tout le monde à sa place. Et donc au début là, de la première loi, ce qui est cool, c'est que tous les personnages un peu légendaires dont on parlait dans les trois one-shots là, et ben en fait on voit leur jeunesse. Et on découvre enfin qui ils sont. Parce qu'il y en a plein en fait qu'on connaît, mais que de nom. Ou parce qu'ils sont devenus des légendes dans le Nord par exemple, ou parce que c'est devenu des guerriers tellement extraordinaires que leur renommée a fait le tour. Et, on appelle ça le disque du monde là, dans le monde de la première loi. Et là en fait on les voit en chair et en os, on les voit jeunes, on voit ce qui leur arrive, on voit que comme d'habitude les légendes
Ça se construit dans le sang et dans la boue et dans la souffrance, hein, c'est pas lumineux. Et donc dans la première trilogie, on voit Bayaz revenir après un certain moment dans l'Union. Euh, il était dans le Nord, donc il recrute justement le fameux Neuf Doigts, là, qui est légendaire. Et il part avec lui dans le Sud et il doit, sans vous spoiler, en fait il y a une quête. Parce que son pouvoir est mis un peu à rude épreuve et par les humains et par les mages qui étaient autrefois ses alliés et qui ne le sont plus. Et donc il a besoin d'une équipe pour remédier à cela. Alors dit comme ça, peut-être que ça vous donne pas envie, je sais pas, mais c'est Abercrombie. Et encore une fois, le principal pour lui, c'est la dichotomie entre la légende et la réalité, et toutes les facettes en réalité d'un être humain. Quelqu'un qu'on considère comme un héros peut se révéler le pire des salopards et vice-versa, qu'un lâche au bout d'un moment peut devenir le plus grand des héros, que quelqu'un qui a foi dans son état et qui est patriote jusqu'au bout des ongles, finalement se rend compte que tout ça c'est une grande escroquerie, et qu'à la fin en réalité il n'y a que les liens entre les gens. Et encore une fois, il est super fort pour ça. Et en réalité, c'est ça qui fait, plus que l'intrigue elle-même, qui fait tenir le lecteur sur les trois tomes de la trilogie, parce que la différence des one-shots, là c'est vraiment une description aussi du fonctionnement du pouvoir, de l'État. Il y a aussi les histoires personnelles de tous ces protagonistes. Et parfois, ça peut être un peu verbeux, mais comme le traitement des personnages est très réussi, en fait on suit. On suit et de toute façon on a envie de, de comprendre ce qui va se passer et d'arriver à la résolution de l'intrigue. Parce que c'est ça qui est fort aussi, c'est que il arrive à nous tenir en haleine sur 3 fois 800 pages. Genre. Et donc il introduit aussi de nouveaux personnages. Il introduit un concept là d'une espèce d'inquisition qu'il y a dans l'Empire là, et qui est mené par un personnage incroyable qui est infirme et qui a subi lui-même les affres de la torture de l'Inquisition, qui finalement par un rebondissement de l'histoire se retrouve à être inquisiteur lui-même. Et donc ça fait plusieurs niveaux d'histoire et ça fait plusieurs histoires à l'intérieur de l'histoire, mais comme le principe de tous les cycles de fantasy, à la fin tous ces fils, toutes ces intrigues se renouent pour une résolution finale. Et c'est pas tous les auteurs qui arrivent à le faire ça, parce que souvent certains se perdent dans les sous-intrigues, et lui non en fait, malgré le fait qu'il dit qu'il commence par les dialogues avant de construire son bouquin, il a quand même une vision. Et ce qui est fort donc, c'est que si vous le prenez dans l'ordre, vous avez ces trois livres, vous avez ensuite les trois stand-alone qui en fait reprennent chacun euh, une partie des personnages auxquels on a affaire dans la trilogie, et ensuite on a 30 ans plus tard euh, le dénouement réel du cycle. Et comme je vous le dis, là où c'est original, c'est qu'il introduit la révolution industrielle en gros. C'est que tous ces mecs qui avaient l'habitude de se battre avec des épées ou à coups de sortilèges, bah, en fait, ils sont confrontés à la vapeur, le charbon, les mines et les questions sociales que ça engendre. C'est comme il y a un grand empire et qu'il y a une révolution industrielle, il y a une classe ouvrière qui se crée. C'est plus simplement des sujets du roi, des paysans, il y a des vrais ouvriers et il y a des révoltes. Donc en plus des intrigues de palais, en plus des problèmes de mages et des problèmes de colonisation et de combat entre différents empires, il y a une question sociale qui s'introduit dedans. Et ça, c'est super original parce que c'est très rare dans un cycle de fantasy d'avoir du marxisme qui s'introduit dedans. Et c'est pas mal fait du tout. Et justement, là, comme souvent, il y a les enfants des personnages principaux qui font aussi leur apparition. Moi, j'ai souvent dit que j'aime pas trop ce gimmick, mais là, c'est bien fait. Parce que les personnages qui créent, là, les rejetons des grands personnages qu'on a eu, bah, ils sont au même niveau que leurs parents, voire ils les dépassent parfois. Et le dénouement est en fait inattendu et incroyable. Donc
Il a réussi à mener de main de maître 9 livres, plus un recueil de nouvelles, tout ça dans le même monde, en une dizaine d'années, et sans faux pas. Donc c'est une raison suffisante d'essayer ce cycle, non? Alors, le truc en plus, avec Abercrombie, c'est que, en réalité, même si on n'aime pas la fantasy, on peut presque lire ça comme un roman, comme des romans historiques. On peut se dire que c'est l'histoire des Vikings contre Charlemagne, en tout cas des croisades saxonnes, là, à un moment, là, ou un moment quand c'est dans le sud, ouais, l'Empire romain qui essayait de prendre pied en Afrique, ou c'est presque ouais, de l'historical fantasy. Après, et puis dans le dernier volume, ouais, ça peut être une histoire du 19e siècle, en gros, avec une espèce de Napoléon d'opérette qui essaye de conquérir l'Europe. Parce qu'en réalité, même si c'est de la fantasy et qu'il y a une touche de magie, c'est juste une touche de magie. Par exemple, là, dans la dernière trilogie, il y a un personnage qui, une espèce de don de prophétie, mais c'est en filigrane en réalité. Ça- on pourrait presque l'enlever du récit et ça changerait rien. Par contre, euh, tous les personnages multifacettes là et les vrais personnages en plus de guerriers. Alors j'aime pas pareil ce terme là en ce moment, depuis quelque temps on dit souvent des badass, en tout cas des durs de durs quoi. Et qu'ils soient féminins ou masculins. C'est ça aussi par contre, il est fort pour la construction de personnages, le caractère design comme on dit là, et que ce soit des femmes ou des hommes, et, il est vraiment fort. C'est rare aussi un auteur qui arrive à créer des personnages crédibles des deux sexes, qui soient pas dans la caricature, et même dans le côté par exemple guerrier et super warrior de certains personnages. Ils ont tous leurs failles, ils ont tous leur sensibilité, ils ont tous quelque chose qui les rend crédibles. Et en réalité, moi, surtout dans la dernière trilogie, à la fin, c'est plus ça qui m'intéressait, les relations en fait entre les personnages et leur destin et leur évolution. Parce que c'est vrai que autant j'avais mangé bon, les trois one-shots, et autant la première trilogie, même si par moments je m'essoufflais un peu, je l'ai quand même ouais, avalé d'un coup. La dernière, je sais pas, il y a comme un ventre mou en fait, parce que. Alors c'est pas pour dire que j'aime que l'action et que quand ça parle, nanana, mais euh, il aurait peut-être pu élaguer un peu plus. C'est le seul bémol que je lui mets. Mais vu que au moment où on lit ces trois derniers tomes, ou on va dire même les deux derniers, parce que le premier encore, c'est un peu d'exposition, c'est normal. On a déjà lu justement 6 ou 7 bouquins, bah on n'est plus à ça près quoi, et on finit. Et c'est pas une tannée de finir quoi, parce qu'on est quand même pris dans le destin de ces personnages. Donc voilà, c'était un petit conseil de lecture de vacances, ou pas, parce que ça peut se manger chaud ou froid, hein, j'aurais bien compris. Et encore une fois, c'était pour faire un mea culpa, parce que j'ai souvent été snob avec, j'allais dire ces nouveaux auteurs, hein, et ça fait 20 ans qu'ils écrivent, hein, mais pour un vieux de la vieille comme moi, c'est des auteurs récents. Et donc, c'est comme, je vous le disais, un Marc Lawrence ou un Brent Wicks ou un Peter Brett, ou c'était des mecs euh, dont je minimisais en fait la plume, et qui finalement sont de très bons auteurs de fantasy. Donc je vous parlerai sûrement de tous ces auteurs-là petit à petit. Et en tout cas, comme j'ai Servir froid sous les yeux, bah, vous pouvez le manger froid. Et vous pouvez commencer par celui-là. C'est mon préféré, moi, avec les héros. Ah oui, en tout cas, même si vous voulez pas vous taper le cycle, et si ça vous n'êtes pas trop convaincu de lire 9 bouquins, lisez Servir froid et les héros. À la limite, le reste, c'est pas grave. Mais ces deux-là, c'est des vrais chefs-d'œuvre de la fantasy. Pareil, en parlant avec des potes de mon âge qui avaient les mêmes a priori que moi, et qu'on avait marre de lire des nouveaux mecs de fantasy qui étaient un peu décevants et tout ça, ils voulaient pas lire Abercrombie, ils voulaient pas parce qu'ils étaient comme moi au début. Je leur ai fait lire juste les héros. Et ils m'ont dit, ouais, excuse-moi, t'avais raison.
Donc au pire, si je vous ai pas convaincu sur le cycle, lisez les héros et servir froid. C'est des vrais bouquins tout court. Bah voilà, c'était un petit podcast du soir. À bientôt les mangeurs de livres.